En santé publique, il est convenu de parler de ce qu'on appelle des indicateurs. Alors, que sont des indicateurs en santé publique? Ce sont des variables qui aident à mesurer directement ou indirectement les changements dans la situation sanitaire et apprécier dans quelle mesure les objectifs et les cibles d'un programme sont atteints. Ce sont des données qui vont permettre d'évaluer donc l'évolution de la santé d'une population, par exemple. Quelques-uns de ces indicateurs parmi les plus connus, ceux qu'on va revoir d'ailleurs, l'incidence, mais aussi la prévalence, l'espérance de vie, la natalité, la fécondité, la mortalité et la morbidité. Alors je vais commencer par les deux premiers, l'incidence et la prévalence, qu'on confond souvent alors qu'elles sont particulièrement différentes, on va le voir. Donc ce sont des indicateurs, les indicateurs de prévalence et d'incidence liés à des maladies. Très schématiquement, la prévalence peut se définir comme le nombre total de cas de malades à un instant donné. Quand vous prenez cette ligne rouge, par exemple, qui correspond au déroulement d'une maladie, qui va donc de gauche à droite, avec à gauche l'apparition de la maladie de la personne et à la fin, à droite, la fin de la maladie de la personne, soit qu'elle en soit décédée, soit qu'elle en soit guérie. Et on peut prendre donc différents chemins comme ça, de différents cheminements de maladies de différentes personnes. C'est évidemment très schématique. Si on calcule la prévalence de cette maladie en question à un instant donné dans la population, il suffit simplement donc de compter le nombre de cas. Ici, on est sur 3 cas. Ici, on est sur 6 cas, etc., etc. Pas très compliqué, il suffit juste d'additionner le nombre de cas. Mais la prévalence d'une maladie n'indique pas ces situations sur un plan de son évolution véritablement, à moins de comparer la prévalence d'un instant à un autre. On utilise un indicateur qui est bien plus intéressant pour caractériser l'évolution d'une pathologie, c'est ce qu'on appelle l'incidence. L'incidence se caractérise comme le nombre de nouveaux cas apparus pendant une période donnée. On parle de cas incidents. Quand cette incidence est très importante, très élevée, on parle même d'attaque, de taux d'attaque, par exemple. L'incidence, donc, c'est sur une période. La période qui va de gauche à droite ici. Quand on comptabilise le nombre de nouveaux cas apparus sur cette période, il y en a deux. Si on prend par exemple le cas sur une autre période ici, on voit deux personnes qui sortent de la maladie, mais ce ne sont pas des cas incidents. Il n'y a pas de cas incidents, pas de nouveaux cas apparus sur cette période. Donc l'incidence ici, tout simplement, sera de 0 cas. Ici, par exemple, on voit un cas incident, un cas apparu dans cette période. Alors on peut voir donc que l'incidence peut être nulle, par exemple, alors que la prévalence, le nombre de cas au début ou à la fin de l'intervalle, sont élevés. C'est une caractéristique dans une situation épidémique, comme on connaît actuellement, on voit progresser l'incidence. Quand l'incidence ne progresse plus, il n'y a plus de nouveaux cas, il peut y avoir beaucoup de cas prévalents, mais l'incidence ne progressant plus, on est sur ce qu'on appelle le pic épidémique, il n'y a plus de nouveaux cas. Et maintenant, soit les personnes guérissent, soit elles décèdent, mais le nombre de cas prévalents va progressivement diminuer. On peut considérer donc que si la prévalence d'une maladie est importante, mais que son incidence diminue, on peut considérer qu'en termes de santé publique, on est peut-être dans une situation compliquée, on regarde d'une prévalence importante, donc un grand nombre de cas de malades, mais si l'incidence a tendance à diminuer, c'est-à-dire qu'on s'approche du pic épidémique et qu'on peut penser qu'on devrait atteindre un pic et ensuite donc une amélioration de la situation. Quand maintenant on a une prévalence faible mais une incidence qui augmente, alors là, bien évidemment, on peut se poser beaucoup de questions. On est à la veille peut-être d'une catastrophe de santé publique. On ne sait pas du tout vers quelle direction on va. C'est un petit peu la situation au niveau de ce Covid-19, de ce coronavirus. On est parti sur des cas qui effectivement étaient peu nombreux au départ, et puis on a vu exploser littéralement l'incidence. Avec maintenant, alors on a du mal à déterminer où va s'arrêter cette incidence. Il est encore un peu trop tôt pour le dire, mais au début d'une épidémie, quand l'incidence progresse de façon extrêmement rapide, ce que l'on voit encore actuellement dans certains pays, il est toujours très difficile de déterminer jusqu'où va aller cette incidence et au final combien on aura de personnes concernées par l'épidémie. Donc on peut imaginer à terme avec le recul que certaines situations ont nécessité des prises de position peut-être excessives, on a peut-être été trop prudent dans certaines circonstances, mais ne sachant pas où allait s'arrêter le pic épidémique, des fois on peut prendre des mesures un peu fortes
a fortiori si effectivement l'épidémie n'est pas aussi grave qu'elle était. Mais dans le doute au départ, on est toujours dans cette nécessité d'être dans quelque chose d'extrêmement prudent, même si on a peut-être demain des informations rassurantes. Mais au départ, on ne sait jamais de quoi ce qui va arriver. Là, on est dans une situation qui peut devenir rapidement une catastrophe de santé publique. On a un exemple assez frappant, celui de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui avait commencé dans les années 1990. On a eu au final quelques centaines de cas de personnes décédées de cette maladie redoutable, mais on avait au départ une situation épidémique qui était catastrophique. On avait une incidence qui progressait rapidement dans certains pays, notamment ici en Grande-Bretagne, c'était le foyer principal. Les cas étaient certes peu nombreux, mais la progression était extrêmement rapide et on a craint une situation catastrophique au niveau Grande-Bretagne dans un premier temps, puis ensuite sur le reste du monde. Il se trouve que l'agent infectieux, qui n'était ni un virus ni une bactérie, mais ce qu'on appelle le prion, c'est-à-dire une protéine infectieuse naturellement présente dans le cerveau, mais modifiée dans sa forme spatiale, eh bien, on s'est rendu compte que ce prion ne se transmettait pas par la consommation de viande contaminée, mais de certaines parties des animaux qui étaient touchés par cette maladie dite de la vache folle. Donc on a eu effectivement des mesures qui pourraient peut-être qui pourraient peut-être nous paraître aujourd'hui un peu excessives, mais au début de l'épidémie, face à la gravité de la situation et au fait que cette maladie était totalement incurable et qu'elle tuait 100% des malades, on a pris effectivement des décisions qui étaient justifiées. Quand on imagine maintenant une maladie dont l'incidence reste stable, mais dont la prévalence augmente fortement, l'incidence reste stable, donc le nombre de nouveaux cas n'augmente pas, il est toujours le même, mais la prévalence augmente fortement. Imaginons la situation, par exemple, ici sur plusieurs années, 2 cas incidents, chaque année on a 2 nouveaux cas, et on voit que la maladie se met à durer maintenant plus longtemps, plusieurs années. Et on voit très bien que si l'incidence ici n'augmente pas, à partir de 2013-2014, les personnes ne sortant pas aussi rapidement de la maladie, on voit augmenter la prévalence de la maladie. Alors on peut s'imaginer que c'est forcément quelque chose qui témoigne d'une aggravation de la situation. Pas forcément, parce que si cette maladie, par exemple, était mortelle, on voit ici que les personnes touchées par cette maladie vont vivre plus longtemps, plusieurs années avec cette maladie. Et donc l'amélioration des traitements ici, par exemple, ou de la prise en charge des patients, va conduire à une augmentation de la prévalence de la maladie, qui ne sera pas donc quelque chose de négatif. Les patients, enfin si c'est une maladie encore une fois mortelle, bien sûr si c'est une maladie curable et que les populations vivent maintenant plusieurs années avec cette maladie qu'on guérissait beaucoup plus rapidement auparavant, là la situation est quelque chose d'inquiétant effectivement. Donc on peut dire que l'augmentation de la prévalence telle qu'on vient de la présenter ne signifie pas forcément l'aggravation d'une situation, alors que l'augmentation de l'incidence du nombre de nouveaux cas, elle, indique toujours une aggravation. Alors il y a un cas un peu particulier. Ce cas, c'est celui notamment d'une situation telle que la suivante. Imaginez-vous en 1980 une incidence dans une population de 1000 cas et en 2000 une incidence de 2000 cas. Alors évidemment, on peut se dire donc la situation est inquiétante, l'incidence a été multipliée par 2 en 20 ans, mais si vous imaginez que dans le même temps, la population ici a été multipliée par un facteur 4, c'est-à-dire qu'en 1980, on a 1000 cas incidents pour un certain nombre de personnes, et 20 ans plus tard, 2 fois plus de cas, mais pour 4 fois plus de personnes. Donc le nombre de personnes touchées par la maladie, qui vont rentrer dans la maladie en 2000, en proportion, est en fait plus faible que le nombre de personnes touchées par la maladie en 1980. Ce qui veut dire que la simple lecture de l'incidence, comme on la voit ici, ne permet pas pour autant de comparer deux périodes. Ou quand on compare deux pays l'un par rapport à l'autre. L'incidence du sida en Chine et au Luxembourg n'est forcément pas la même. Et l'incidence du sida en Chine sera évidemment bien plus importante que celle du Luxembourg, parce qu'en Chine, on a 1,4 milliard d'habitants, alors qu'au Luxembourg, on est à 500 000 personnes. Donc forcément, on ne peut pas comparer l'incidence d'un pays ou d'une époque à une autre sans avoir une population, si la population augmente, diminue ou si la population est de taille différente. Donc il est important de passer par un autre indicateur qu'on va trouver sur l'incidence, comme sur la prévalence et sur beaucoup d'autres indicateurs, un taux. Ce taux se mesure simplement, c'est l'incidence divisée, rapportée à un échantillon représentatif de la population étudiée. Donc on va parler en taux d'incidence pour 10 000 personnes, pour 100 000 personnes, selon le nombre de personnes touchées par la maladie.
un exemple assez frappant ici, c'est l'évolution de l'incidence des cancers de la région lèvres-bouche-pharynx chez l'homme entre 1980 et 2000, où on se rend compte par exemple que l'incidence a été augmentée assez peu sensiblement, mais augmentait sur ces 20 ans. Dans le même temps, sur ces 20 années, la population masculine en France a augmenté plus rapidement, beaucoup plus rapidement, ce qui fait que quand on intègre maintenant le taux d'incidence sur la même période, donc rapporté ici à 100 000 personnes, les taux d'incidence ont très sensiblement décru. Donc on se rend compte qu'il est important de considérer effectivement les taux d'incidence et pas seulement les incidences brutes. Voilà, donc l'augmentation du taux d'incidence d'une maladie témoigne à elle seule, effectivement, par contre, une augmentation de la problématique santé.